lors du vote à l'unanimité, j'insiste à l'unanimité, de la résolution 2773, qui désignait nommément les Rwandais comme étant pays agresseurs, mais dans cet accord, silence radio quant à ceux, et des deux, on accorde, on traite, il y a des longues phrases, des longs paragraphes concernant la neutralisation des FDLR, mais pourtant du côté des M23, on nous envoie à Doha. Un recul. Alors, c'est pas un recul, Monsieur John. Pourquoi c'est pas un recul? Ici, l'accord de Washington est un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, qui, après le travail des experts des deux pays, aboutit à la signature, au consentement des deux nations à parvenir à cet accord qui puisse consacrer la paix aussi bien en République démocratique du Congo que doter, comme je viens de le dire, au Rwanda tout prétexte qui justifiait leur présence sur les sols de la République démocratique du Congo. L'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, 14 jours après déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet accord? Visiblement, chacun y va de son côté. Mais heureusement qu'aujourd'hui, nous avons appelé, on peut les considérer comme un expert en la matière, sans fausse modestie, parce qu'il a fait les relations internationales. Monsieur Zedan, vous êtes bel et bien branché sur Enjeu. Je vous invite à découvrir ensemble notre invité du jour. Il s'appelle Dadi Kiswaka. Bonsoir, Monsieur John. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Exactement, un plaisir d'être sur ce plateau d'Enjeu pour éclairer l'opinion sur des questions d'actualité. Comme celle-ci. Comme celle-ci qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Je crois qu'au cours de cette émission, on va relever quelques points pour essayer d'éclairer tant soit peu les téléspectateurs de Kin 24. Tout à fait. On s'installe. Merci. On ne fera pas l'émission debout. Dadi Kiswaka, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Sinon, vous allez bien? Très bien, ça va. Alors, Dadi Kiswaka, on a l'impression que cet accord est interprété selon qu'on est pour Tshisekedi ou selon qu'on est anti-Tshisekedi. Je pose la question à Dadi Kiswaka, pas comme un politique, mais je l'ai dit au début de l'émission, quelqu'un qui a fait les relations internationales. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Alors, Monsieur John, on est effectivement, comme vous le dites, ça veut dire on est à la croisée de chemin où nous devons dépassionner ces débats et l'aborder avec beaucoup de recul, beaucoup d'honnêteté, mais surtout sans oublier l'histoire. C'est-à-dire d'où nous venons avec ces conflits, où sommes-nous, mais comment fallait-il faire pour imaginer la fin de ces conflits, de sorte à installer la paix en République démocratique du Congo, mais non seulement la paix, mais de façon durable. Monsieur John, en 1936 ou 39, Albert Einstein, un physicien germano-américain, écrit une lettre au président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, pour l'informer qu'il y avait un pays à travers le monde, et particulièrement en Afrique, qui s'appelle le Congo, la République démocratique du Congo, qui régorgeait des terres extrêmement rares dont les Américains, les États-Unis auraient besoin pour pouvoir imposer son hégémonie à travers les mondes. Déjà en 1939. Déjà en 1939. Et donc, il fallait s'organiser pour que ces pays-là, les citoyens de ce pays-là, n'aient pas la même mise sur ces minerais. Et donc, il fallait à tout prix trouver des moyens pour pouvoir imposer une sorte de domination sur ces pays-là. Et donc, chemin faisant, nous avons eu les différentes étapes de l'histoire internationale, notamment les maréchals Mobutu, qui va arriver au pouvoir par les moyens dont on connaît. Et donc, le maréchal Mobutu est utilisé par
les Américains comme un pivot des États-Unis et qui contrôlait, souvenez-vous, à l'époque du maréchal, nous avons la sous-région, notre sous-région qui était totalement contrôlée par les Zaïre d'antan. Vous avez vu les phases, notre armée de l'époque, faire des interventions au Tchad, faire des interventions à gauche, à droite, jusqu'à ce que il y a eu cette fin de la guerre froide qui, par la suite, va conduire à la chute du maréchal Mobutu, puisque les intérêts pour lesquels les maréchals Mobutu devraient servir à cette époque touchaient à sa fin, et donc il fallait passer à un nouvel ordre au niveau de la sous-région, un nouvel ordre au niveau gémonique. Il y a un peu les cartes qui se rabattent au niveau international, et donc il fallait changer des tactiques, et il fallait trouver, d'autant plus que les maréchals Mobutu partaient, il fallait trouver un remplaçant. Ouais. Il fallait une autre pièce d'échange. Et voilà, il fallait trouver un remplaçant, et ce remplaçant, il avait été trouvé en la personne de l'actuel président du Rwanda. Ah bon? De l'actuel président du Rwanda. Paul Kagame, pour ne pas le citer. Paul Kagame. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise n'est pas seulement en République démocratique du Congo, à la seule différence qu'en République démocratique du Congo, c'est plutôt pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est, laquelle partie, c'est pas anodin, laquelle partie où on trouve ces minerais extrêmement rares et stratégiques, mais qui sont des minerais appelés minerais critiques, qui sont des minerais dont la qualité en termes de ténère, en termes de rendements, du point de vue de l'utilisation pour la fabrication des armes, sont assez élevé par rapport aux différentes autres minerais des mêmes types qu'on peut trouver à travers le monde et en Afrique particulièrement. Dans les nôtres, autrement dit, il y a des très bonnes qualités. Mais bien sûr, des très très bonnes qualités, contrairement à d'autres minerais du même type qu'on peut trouver en Afrique. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir mater la République démocratique du Congo, particulièrement dans cette partie. D'où, lors de l'avènement de l'administration Clinton, il y a Paul Kagame qui est trouvé pour pouvoir jouer ses rôles. Et donc, je disais que vous remarquerez que l'armée rwandaise, aujourd'hui, est éparpillée un peu dans plusieurs pays. La diplomatie militaire. Voilà, la diplomatie militaire. Vous allez, par exemple, au Bénin, vous trouverez l'armée rwandaise, notamment pour la sécurisation des régions. Au Mozambique, l'armée rwandaise est là. Au Sud-Soudan, l'armée rwandaise est là. En Haïti, on a tenté même d'utiliser également l'armée rwandaise. Même en République centrafricaine. Vous remarquerez que, au niveau même de l'Afrique de l'Est, si bien que le Rwanda soit un pays géographiquement moins important que par exemple les Kenya et tout ça, mais que c'est le Rwanda qui a une influence qui traîne les autres chefs d'État de la sous-région, notamment de l'Afrique de l'Est, voilà, qui les traîne. Donc, il y a eu cette épopée de l'administration Clinton. Clinton, il a fait des mandats, et par la suite... Clinton qui est un démocrate. Et par la suite, il y a eu l'administration Obama, qui a plus ou moins continué sur ces 2 mandats aussi, qui a plus ou moins continué sur la même lancée, c'est-à-dire du soutien au Rwanda, avec une mission claire au niveau... Il faudra aussi compter les deux mandats de Biden. Il y a ça aussi. Ouais. Et donc, ça fait que nous avons vraiment avancé 24 ans sur l'hégémonie du pouvoir des administrations successives démocrates américains qui a installé les présidents de la République rwandaise. Maintenant, il y a l'arrivée du président républicain, Donald Trump, qui arrive, qui a plus ou moins, on va dire, une autre approche, une autre lecture qui consiste à rétablir les États-Unis dans sa puissance économique. Parce que beaucoup de gens, il nous échappe que depuis un certain moment, même si on ne veut pas vraiment les dire, la Chine a doublé les États-Unis du point de vue de la puissance économique. Et donc, quand Donald Trump arrive, lui qui est un homme d'affaires, lui qui est un businessman, lui qui est tourné vers le business, il pense à rétablir les États-Unis d'Amérique dans sa puissance sur les volets économiques. Make America Great Again. Merci de les rappeler. Donc,
d'abord les Américains, d'abord l'Amérique, et il faut absolument dominer sur les mondes, notamment du point de vue économique, du point de vue militaire. Et donc ça, c'est l'approche de Donald Trump qui est pour, mais vraiment, d'une part, de la domination, d'autre part, faire des deals, mais d'autre part, remettre les États-Unis au centre de la puissance sur le plan, on va dire, sur le plan économique. Mais maintenant, Félix Tshisekedi, qui fait la lecture des aspects géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques qui ont porté les différents régimes démocrates à mener Paul Kagame au niveau de la sous-région. Il fait cette lecture à froid. Il se rend compte qu'il faut pouvoir couper de l'herbe sous les pieds du président Paul Kagame, du régime rwandais, en proposant directement par la grande porte de discuter avec l'administration Trump pour pouvoir trouver un équilibre qui puisse à la fois permettre aux États-Unis de faire du business avec la République démocratique du Congo au vu et au su de tout le monde à travers des accords qui peuvent être accessibles à qui voudrait y accéder, de sorte à ce que les choses soient beaucoup plus transparentes. Ça, c'est la première chose, Monsieur John. La deuxième chose, c'est la question qu'il faut se poser de savoir qu'est-ce qui est plus important que la vie du Congolais? Rien ne vaut la vie. Aujourd'hui, nous pouvons répondre par dire rien ne vaut la vie du Congolais. Deuxième chose. Troisième chose, il y a, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, les différents voyages qu'il a fait au niveau international. Mais il faut regarder que il vivait quasiment entre des avions. Lorsqu'il faisait ses voyages, ça a été dicté par la volonté manifeste du Rwanda de ne pas comprendre la main tendue de Félix Tshisekedi lorsqu'il fait les tours des 9 voisins pour pouvoir proposer une collaboration économique basée sur l'exploitation de ce que nous partageons en commun, les lacs Kivu. Vous savez, les lacs Kivu, on n'est pas que au niveau de la République démocratique du Congo, tout comme les lacs Tanganyika. Ça c'est naturellement. C'est naturellement. Et là-dedans, il y a l'exploitation, par exemple, des gaz, ainsi de suite. Donc, il y a eu... Mais nous avons aussi des parcs en commun. Là. Nous avons des parcs. En commun. Même la forêt. Même la forêt, nous avons en commun. Et donc, c'était... Comment peut-on avoir des parcs en commun? Alors qu'il y a une partie congolaise et une partie rwandaise, c'est clair, c'est bien délimité. Mais monsieur John, les commerces internationaux, les échanges internationaux peuvent avoir des incidences sur les intérêts des uns comme des autres. Non, mais Daditi Swaka, cela n'exclut pas les frontières nationales. Mais les frontières nationales, il faut les avoir. Il faut les sécuriser. Parce que le premier attribut d'un État, c'est la capacité pour cet État de savoir sécuriser ses frontières nationales. C'est savoir sécuriser sa population et les biens de cette population. C'est le premier attribut d'un État. Et donc... Qui fait défaut en RDC, qui laisse à désirer. Mais il faut dire qu'il y a des améliorations à pouvoir faire à ce niveau-là. Je ne suis pas là pour... Comme vous l'avez dit, vous avez planté le décor. Nous sommes ici dans un échange patriotique d'abord. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on est patriote, il faut savoir que c'est pas facile de sécuriser un pays de 2 345 410 km². C'est pas facile. Lorsqu'on sait... Vous voulez dire que ce pays est trop vaste pour nous? Je ne veux pas dire que le pays est trop vaste. Ce que je veux dire, c'est que nous ne prenons pas la mesure du fait que nous avons un pays vaste pour pouvoir mettre les sérieux qu'il faut, mettre la rigueur qu'il faut, mettre la fermeté qu'il faut. Autrement dit, nous ne comprenons pas les enjeux. Mais il faut justement travailler pour comprendre les enjeux, parce que les enjeux ne vont pas s'arrêter parce que nous avons signé un accord de paix avec les Rwandais à Washington. Moins encore parce que nous allons signer des accords économiques. C'est des pas vers, notamment pour l'accord de paix qui vient d'être signé le 27 juin, c'est un pas vers la paix, mais un pas qu'il faut absolument
entretenir jour après jour. C'est un pas qu'il faut penser aux ajustements les moments venus, lorsqu'on aura besoin de faire des ajustements. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité de surveillance conjointe qui devra normalement veiller à la mise en œuvre de cet accord, mais également apporter des ajustements lorsqu'il sera question sur tel ou tel autre aspect de l'accord qui ne sera pas mis en œuvre par les deux parties, pour justement y apporter des ajustements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux Congolais, que c'est un pas. Parce que nous avons vu que militairement, pendant 30 ans, nous n'avons pas su stabiliser comme il le fallait l'Est de la République et la diplomatie. En tout cas, la stabilité a été en dents de scie. La stabilité a été en dents de scie. Et ici, le président Tshisekedi utilise une arme, la diplomatie. Il a utilisé cette arme qui est la diplomatie, parce que vous savez, la diplomatie, c'est l'art de la continuité de l'action. C'est ça, la diplomatie. La diplomatie, elle ne s'arrête pas. Elle ne doit pas s'arrêter. C'est un processus. C'est un processus qui doit être soutenu, qui doit être suivi, mais jour après jour, avec un certain degré d'engagement. Là, vous avez planté les décors, vous l'avez bien fait d'ailleurs, mais hélas, Dadi Kisoka, nous avons vendu les pays, nous sommes allés chercher la sécurité auprès des Américains et au prix des bradages de nos minerais. Vrai ou faux? Je dirais que c'est simpliste, c'est assez simpliste de tirer cette conclusion qui consiste à dire qu'on a vendu les pays, qui consiste à dire qu'on a bradé le pays, qui consiste à dire qu'on a bradé nos minerais. Monsieur John, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviens pas que nous avons, nous Congolais, comme je le disais tout à l'heure, pris la mesure des potentiels que nous avons pour pouvoir s'organiser de sorte à être à la hauteur de l'exploitation de tout ce que nous avons comme potentiel en vue de pouvoir répondre aux besoins aussi bien sécuritaires, sociaux, économiques. C'est grand Congo, là. Voilà. Donc, nous n'avons pas pris cette mesure-là. Aujourd'hui, si ce n'était pas avec les Américains, ça aurait été probablement avec les Turcs, ça aurait été probablement avec l'Inde, ça aurait été probablement avec la Chine. On l'a déjà on l'a déjà eu. Mais ça n'avait pas des aspects sécuritaires. Ça n'avait pas des aspects sécuritaires. Et même, nous pouvions, nous, avec un peu de tact et d'intelligence, de volonté, de fermeté dans la gouvernance, nous pouvions, nous, à partir de ce que nous tirions de cet accord économique avec la Chine, construire notre sécurité. Ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous n'avons pas fait parce que nous avons signé cet accord avec les Chinois, mais il n'appartenait pas aux Chinois de nous dire ce que nous devrions faire avec les dividendes que nous tirions de cet accord. De la même manière que nous allons signer un accord économique avec les États-Unis dans quelques jours, dans quelques semaines. Oui. Mais si nous ne tirons pas les leçons du passé, pour savoir ce que nous devons faire avec ce que nous allons tirer de cet accord, ben, demain ressemblera à hier et encore plus grave à avant-hier. Pourquoi pas pire aussi? C'est ce que j'ai dit, encore plus grave qu'avant-hier. Donc il faut, encore une fois de plus, les sérieux au niveau des Congolais. Je ne dirais pas, comme d'aucuns le disent, qu'il s'agit de bradage, il s'agit de vendre les pays. Ici, il s'agit plutôt... Monsieur John, je vais vous dire, les États-Unis d'Amérique, jusqu'à preuve du contraire, c'est la première puissance mondiale sur le plan militaire. Ouais. Aujourd'hui... pour preuve, regardez ce qu'ils ont fait en Iran. J'arrive. C'est la première puissance mondiale sur le plan militaire. C'est entre la première et la deuxième puissance économique sur le plan mondial. La troisième chose, Monsieur John, quel est le pays à travers le monde que vous connaissez qui ne collabore pas, qui n'a pas un accord particulier avec les Américains? C'est quoi ce pays-là? La Chine a des accords. La Corée du Nord. La Chine a des accords. Je vais y arriver. Ouais. La Chine a des accords commerciaux, économiques avec les États-Unis d'Amérique. Oui, la Chine commerce avec les États-Unis. Réciproquement. La Russie, jusqu'aujourd'hui, a des partenariats avec les Américains. C'est pour ça que Trump dit aux Européens que ça a été une erreur monumentale que de sortir la Russie du G8.
Et qu'il est important aujourd'hui de réfléchir sur la nécessité de remettre la Russie sur les G8. Et même, il est allé plus loin à dire, est-ce qu'il ne faille pas réfléchir sur le fait d'enlever les sanctions, notamment qui pèsent sur Vladimir Poutine, notamment avec cette histoire des cours pénales internationales. Comme une épée de Damoclès. Qui pèse. Exactement. Donc, l'Union européenne, pour ne pas dire l'Europe, qui sécurise l'Europe? L'OTAN. Mais l'OTAN, c'est qui? Les États-Unis. C'est les États-Unis d'Amérique, Monsieur John. Mais qui arme l'Europe? Mais vous venez de voir que lorsque Donald Trump, il y a quelques jours, vient de prendre la résolution à travers les conseils que lui a proposé le Pentagone, d'arrêter de fournir à l'Ukraine une catégorie d'armes, mais l'Europe est en pleurs aujourd'hui. Ouais. L'Europe est en pleurs. Ouais. Zelensky est en pleurs. Donc, Zelensky, c'est ça, abandonné. Pourquoi condamner l'administration Tshisekedi d'être allé chez celui qui est le premier si on ne part pas chez celui qui est premier à travers le monde? Parce que étant nous-mêmes incapables de nous sécuriser. Non. C'est aussi ça la triste vérité. Les relations internationales, c'est un jeu d'équilibre des forces. C'est-à-dire, dans l'équilibre des forces, il faut savoir où se situer et avec qui collaborer pour pouvoir s'améliorer. Encore une fois de plus, les Américains ne viendront pas faire de la sécurité à notre place. Les Américains ne viendront pas mourir. Les Américains ne viendront pas faire de l'économie à notre place. Les Américains viennent pour leurs intérêts. À nous de localiser nos propres intérêts, d'y travailler pour pouvoir faire de la République démocratique du Congo un pays hégémonique, aussi bien au niveau de la sous-région, mais même à l'échelle africaine. Parce que nous en avons des atouts. Parce que nous en avons des atouts. Aujourd'hui, le Burkina et le Mali, ils sont en train de parler avec les Russes pour mettre en place un projet nucléaire, même si ils disent que c'est un nucléaire civil. Les Burkina de notre cher capitaine. C'est là que la République démocratique du Congo doit pouvoir réfléchir. Saisir l'opportunité des accords que nous pouvons avoir avec des superpuissances mondiales pour commencer à se construire. Parce que il me semble que l'accord économique que nous allons signer, il y a d'une part, par rapport aux Américains, il y a cet apport militaire qu'ils vont nous amener, qui consiste à une assistance militaire. Il y aura de la logistique, il y aura de la formation, il y aura du transfert des connaissances sur le plan militaire, il y aura de la logistique. Quand on parle de la logistique, c'est vraiment de la logistique au vrai terme du mot de la logistique. Ça va partir au niveau de l'armement, au niveau des munitions, au niveau de tout ce qu'on peut comprendre du point de vue de la logistique militaire. Donc, à nous de se dire, saisissons cette opportunité, de sorte à nous reconstruire, mais alors sérieusement, pour que demain après-demain, soit-il un voisin ou n'importe quel pays, ne réfléchisse pas par une fois pour pouvoir venir penser déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette responsabilité, elle est congolaise, mais exclusivement congolaise. Daniel Tshisekedi, vous l'avez dit, c'est nous qui sommes allés vers un grand, les États-Unis, pour, qu'on se les dise, nous protéger, pour qu'ils nous sécurisent. Mais que vient faire notre agresseur dans cette partie? Que vient faire le Rwanda? Monsieur John, que vient faire le Rwanda? Les Rwandais, nous sommes en conflit depuis, voici maintenant 30 ans à peu près. Oui. Nous avons 10 millions de morts. Les Rwandais, ils avaient des revendications, dont par la voie diplomatique, par l'implication du président Tshisekedi. Aujourd'hui, on a quasi anéanti les différentes revendications du Rwanda. Donc, comment ça? Ben oui, mais on a totalement anéanti. Aujourd'hui, les Rwandais s'est tiré les faveurs de la communauté internationale par la question du génocide rwandais. Aujourd'hui, vous avez vu que les dernières commémorations du génocide, ça a été un grand flop. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a compris
Mais pourquoi la communauté internationale a compris? Parce qu'il y a quelque part la diplomatie du gouvernement congolais, portée par le président Tshisekedi, a commencé à faire mouche, d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi des initiatives privées, comme les initiatives de la plateforme Horizon 2023, dont nous avons cessé de prendre des avions pour aller à des différents niveaux à l'échelle internationale pour appuyer cette activité diplomatique. Maintenant, aujourd'hui, on parle des FDLR, on parle de tout ça. Donc, nous sommes allés pour dire, comme on dit, on peut dire, comme on peut le dire en lingala, il faut tomber ma bangoti nasuka. Total à ceux qui, après Souka, réserve Rosala et Rosala Nini. C'est à ce stade que nous sommes. Parce que la guerre... C'est comme ça que vous voulez justifier cette traque des FDLR? Mais, Monsieur John, lorsque vous avez en face de vous un voisin qui vous fait des problèmes et qui explique à tout le quartier que non, mais c'est parce que lui, voilà... Il héberge des Koulouna chez lui et ces Koulouna me dérangent parce que lui... Mais, les voisins que vous êtes, vous continuez à dire aux autres que non, mais je n'ai pas des Koulouna chez moi, je n'ai pas... Et que les autres voisins commencent à dire non, mais il faut qu'on aille quand même regarder. Et qu'on trouve que non, mais attends, c'est vraiment des raisons fallacieuses qu'évoque l'autre. Donc, c'est à ce stade que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un régime rwandais, nous avons un président rwandais qui est affaibli, qui est aux abois, tout simplement parce que les différents narratifs qui ont constitué un fond de guerre, un fond de guerre pour lui, un fond de déstabilisation de la partie est de notre pays, on peut même dire de notre pays, parce que cette déstabilisation n'a pas permis le bon fonctionnement même, on va dire de la République démocratique du Congo. C'est à ça que nous sommes. Donc, il fallait l'appeler à la table des négociations, comme l'avait toujours souhaité le président de la République, pour dire « je n'irai pas négocier » avec des organisations qui sont soutenues par les Rwandais, plutôt que de négocier directement, de discuter directement, de regarder droit dans les yeux de Paul Kagame et de lui poser la question de savoir que faut-il encore pour que tu comprennes qu'il nous faut une cohabitation pacifique au niveau de la sous-région, qu'il nous faut des relations de bon voisinage. Ça, c'est des relations internationales également, les relations de bon voisinage. Aujourd'hui, puisque les différentes initiatives au niveau de l'Afrique, et c'est ça qui est le malheur, que les Africains ne soient toujours pas capables de résoudre leurs propres problèmes dans ce que nous avons dans la tradition africaine appelé l'arbre à palabres. Si Paul Kagame s'était présenté à Luanda le 23 décembre 2024, Washington n'aurait pas existé. Washington n'aurait pas existé. Doha, la rencontre Tshisekedi-Kagame n'aurait pas existé. Aujourd'hui, pourquoi sommes-nous à Doha? Pourquoi avons-nous signé cet accord à Washington? C'est simplement parce que, encore une fois de plus, l'Afrique ne développe pas cette capacité souverainiste de pouvoir... Mais, Dadi Tshisoka, savez-vous qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement à cet accord? C'est que l'accord du 27 juin vient diluer, si pas anéantir complètement la victoire remportée, la victoire diplomatique remportée par les Congo lors du vote à l'unanimité, j'insiste à l'unanimité, de la résolution 2773 qui désignait nommément les Rwandais comme étant pays agresseurs, mais dans cet accord, silence radio quant à ceux, et des deux, on accorde, on traite... Il y a des longues phrases, des longs paragraphes concernant la neutralisation des FDLR, mais pourtant, du côté des M23, on nous envoie à Doha. Un recul. Alors, c'est pas un recul, Monsieur John. Pourquoi c'est pas un recul? Ici, l'accord de Washington est un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, qui, après le travail des experts des deux pays, aboutit à la signature, au consentement des deux nations à parvenir à cet accord qui puisse consacrer la paix aussi bien en République démocratique du Congo que doter, comme je viens de le dire, au Rwanda tout prétexte qui justifiait leur présence sur les sols de la République démocratique du Congo. Mais la résolution 2773 est une résolution prise par la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne peut pas être
l'accord, cette résolution a suprématie, a primauté. Mais on devait justement se battre pour son exécution. J'arrive. Oui. Non, l'accord de paix n'exclut pas, ne supprime pas, n'abolit pas. Non, ça l'a supplanté, On n'en parle même plus. Non. Maintenant, c'est l'accord qui est sur la table. Non. La résolution de Washington est partie intégrante même de la résolution 2773. Non, on l'a reconnu lapidairement, évasivement. La résolution 2773 a primauté sur l'accord de Washington. Et donc, la communauté internationale, par elle, le Conseil de sécurité des Nations Unies a toujours une prérogative supérieure par rapport à l'applicabilité de cette résolution, alors que ici, nous sommes dans un accord qui a mis ensemble le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide d'un facilitateur qui est les États-Unis d'Amérique, qui a, un peu comme l'Angola, disons, un peu comme l'Union africaine, avait choisi un médiateur qui était le président João Lourenço, qui aujourd'hui est remplacé par le président Faure Gnassingbé, et la résolution, les processus de Doha, et les États-Unis s'est également proposé pour pouvoir, de par sa puissance diplomatique, de par son positionnement géostratégique, géopolitique à travers le monde, pour pouvoir réunir les deux pays. Les deux pays ont saisi la balle au bond pour pouvoir bénéficier de cette facilitation des États-Unis et parvenir à cet accord. Dadi Chiswaka, nous commençons déjà à atterrir, mais ce qui intrigue encore davantage les Congolais, c'est les approches économiques de cet accord. Bien que cet accord n'est pas encore économique, ça on doit le dire, c'est un accord de paix, mais quelques questions économiques ont déjà été abordées lapidairement. Quand on introduit la notion du genre ressources naturelles de la région, les Congolais s'inquiètent. Désormais, il y a des ressources naturelles de la région qui n'appartiendraient pas à aucune nation de cette région, mais c'est plutôt de la région. Quand on introduit des notions comme gestion commune, des parcs, chaîne des valeurs, chaîne d'approvisionnement, on a l'impression que, franchement, dans cet accord, il y a à boire et à manger et les Congolais ont raison de s'inquiéter. Mais, Monsieur John, ce qu'il faut dire ici, c'est que d'abord cet accord, c'est vraiment une œuvre humaine. Ouais. Et l'œuvre humaine est toujours vouée à l'imperfection et donc il faut les parfaire. Cet accord est loin d'être le meilleur accord qu'on ait connu à travers le monde. Et n'oubliez pas que tout au long de votre émission, j'ai évoqué le fait qu'il faille au niveau du gouvernement, au niveau de la classe politique congolaise, au niveau de la classe, je dirais, de la classe scientifique de notre pays, au niveau de la société civile, nous devons tous, dans l'unité, dans un élan du don de soi pour la patrie, s'interroger sur la nécessité d'apporter des ajustements sur cet accord, sur des parties que nous pensons qu'il faut pouvoir améliorer. Et donc, ces différents parties économiques que vous évoquez, moi également, je l'ai vu, je pense ça vous inquiète aussi? Ça ne m'inquiète pas, mais plutôt ça me dit il faut être prudent et vigilant. Et dans cette prudence, dans cette vigilance, aller. C'est pour ça que j'ai lu le fait qu'il y ait une commission de surveillance de la mise en œuvre. Je pense qu'à travers cette commission de surveillance, il y a aussi des possibilités de pouvoir amender, faire quelques amendements par rapport aux réalités des terrains, à faire quelques ajustements, quelques améliorations par rapport aux différentes réalités. Donc ici, si il faut venir dans les médias dire que cet accord, mais c'est le meilleur accord du monde, je pense que loin de là. C'est plutôt un accord qui a posé des bases vers la paix que nous recherchons. Les bases de la vente du Congo aux enchères. Les bases de la paix que nous devons avoir, finalement. Finalement, parce qu'en 30 ans, nous n'avons pas pu négocier cette paix. Nous avons eu énormément de tentatives pour avoir cette paix. Celle-ci en est une autre aussi, c'est une autre tentative. Une énième tentative aux Congolaises et aux Congolais
de s'approprier cet accord, de regarder les imperfections qu'il y a dans cet accord pour pouvoir améliorer ces imperfections, de sorte à ce que nous soyons confortés dans l'idée d'aller, mais vraiment à terme de ces processus qui, on les signale, dont l'objectif est la paix, parce que rien ne vaut la vie des Congolaises et des Congolais qui meurent tous les jours à l'est de notre République. Assez, c'est assez. Il faut qu'à un certain moment, nous mettions fin à cette tragédie, jamais vécue à travers le monde. Et nous devons mettre fin à ça. Et pour ça, tous les moyens sont bons pour y arriver, si seulement si les intérêts de la République démocratique du Congo sont plus ou moins préservés. David Sissoko, quand même, pendant ces temps, direction Doha, Qatar, où le gouvernement congolais est en pourparlers avec le mouvement rebelle M23. Pensez-vous que la réussite de cet accord est largement tributaire de ce qui va se dire à Doha? Je pense que la réussite de cet accord n'est pas forcément tributaire à ce qui va se passer à Doha. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, les parrains du M23 AFC, c'est celui avec qui nous avons été à Washington. Nous avons signé un accord. Et donc, dans cet accord, il est également demandé à ces parrains, qui est les Rwandais, de cesser tout soutien, d'abandonner tout soutien à ces différents mouvements. Par contre, les négociations de Doha, c'est une suite logique au processus. C'est une suite logique, Monsieur John, c'est une suite logique au processus de Nairobi. C'est une suite logique au processus de Nairobi. Et donc, cela ne va pas avoir d'incidence sur l'applicabilité de cet accord, d'autant plus que... Mais si les parrains manipulaient son poulain pour que les choses bloquent, et lui en tire profit. Les parrains ne peuvent pas manipuler. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pris par cet accord. C'est vrai que à un certain moment, personnellement, j'ai émis un peu de réserve sur le fait que les États-Unis et même les Qatar ne se soient pas engagés comme partie prenante dans cet accord de paix qui a été signé. Et ils n'ont aucune obligation. Ils n'ont pris aucun engagement, aucune obligation. Mais je pense que c'est plutôt stratégique. C'est plutôt stratégique. Pourquoi? Parce que dans cette commission de surveillance, les États-Unis vont faire partie de cette commission. Et les Qatar aussi. Et les Qatar aussi. Ils vont être dans cette commission de surveillance. Mais non, aucune obligation. Mais cette précision détail. Cette commission de surveillance, c'est comme une épée de Damoclès sur les deux parties qui ont signé cet accord. D'une part, mais d'autre part, M. John, ne faisons pas une analyse avec des raccourcis. Lorsque les États-Unis vont signer cet accord économique avec les États-Unis d'Amérique, avec la République démocratique du Congo, mais l'exploitation, il va se faire essentiellement dans la partie Est. Et il est convenu que les Américains sécurisent cette partie-là. Et dans l'accord de paix signé à Washington, il est demandé au Rwanda de cesser tout soutien, au Rwanda de retirer ses troupes sur les sols congolais. Vous ne voyez quand même pas les Américains venir faire du business avec la République démocratique du Congo dans l'accord qui va être signé, tout en entretenant les M23, l'AFC et les troupes rwandaises sur les sols congolais. Donc, à un certain moment, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir que finalement, cette récréation va prendre fin. David Sissoko, alors pour terminer, pendant ces temps à Kinshasa, des voix s'élèvent de plus en plus, d'abord pour contester, si pas prendre des distances avec cet accord, et inviter ou appeler les régimes de Kinshasa à se lancer, à faire foi au processus de Kinshasa. En quoi consiste ce processus? C'est en un dialogue véritablement congolais qui pourra peut-être mettre fin à cette crise. J'ai souri, M. John, parce que dans l'histoire de l'humanité, je ne connais aucun conflit militaire, armé, qui ait pris fin parce qu'il y a eu un dialogue. Vous ne voyez pas l'importance de ces dialogues? Monsieur John, oui. Ne soyons pas complaisants. Disons la vérité aux Congolais. L'ECC et la SENCO s'est constitué des citoyens congolais qui ont tout à fait le droit de faire des propositions. Mais la proposition du dialogue, elle n'est pas mauvaise.
Elle est bienvenue. Mais là où elle est truffée des mensonges, c'est de présenter les dialogues comme une solution à la paix que nous recherchons au niveau de l'Est. Non, peut-être un préalable. Ce n'est jamais un préalable. On ne peut pas retirer ce qu'on nous a pris par les armes, par l'étranger, à travers un dialogue interne. Mais non, un empire divisé ne remporte aucune victoire. C'est peut-être dans cette logique-là, Monsieur John, dans cette sagesse-là. Monsieur John, en Iran, ok, il y a des Iraniens qui sont contre les régimes des mollahs. Mais lorsque l'Israël attaque l'Iran, ils ont fait bloc. Ils n'ont pas dit, ben, écoutez, ils n'ont pas appelé les chefs des mollahs, hein, M. Khamenei, ils ne l'ont pas appelé pour dire il faut des dialogues pour que... Non, ils ont d'abord fait bloc et l'opposant farouche à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a fait bloc autour de Netanyahou pour bombarder l'Iran. Pourquoi nous sommes agressés? Nous voulons un dialogue interne pour présenter ça comme un préalable. Ce n'est pas un préalable. Monsieur John, un peuple qui ne connaît pas, un peuple qui omet son histoire est appelé à la revivre. Combien de dialogues en des moments de crise, soit politique, soit militaire, nous avons eu dans ce pays et quelles sont les solutions véritables que ces dialogues ont amenées dans ces pays, si ce n'est pas nous amener à un partage de ce qu'ils considèrent comme un gâteau. Nous avons eu l'accord, les dialogues de la Senco. Les dialogues de la Senco, c'était sous l'égide. Les dialogues de la Senco étaient sous l'égide de qui, M. John? Les dialogues de la Senco, c'était sous l'égide de qui? De la Senco, de l'Église catholique. Mais quel est le gage que nous avons aujourd'hui qui a apporté des solutions, aux problèmes des Congolais après les dialogues de la Senco? Où est ce gage? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu l'accord de Saint-Sylvestre. Monsieur John, qui a déminé une situation qui était explosive. Monsieur John, ça n'a pas déminé une situation qui était explosive. Parce que lors de cet accord de Saint-Sylvestre, nous avions toujours des conflits à l'Est. Nous enregistrons toujours des morts à l'Est. Non, mais ça n'avait pas cette ampleur. Mais, Monsieur John, c'était une période d'accalmie. Ce n'est que l'accumulation. Ce n'est que l'accumulation, année après année, des moments. D'accord? Ce que vous appelez accalmie, c'est quoi? C'est simplement que, en ce moment-là, les protagonistes se sont retrouvés au gouvernement. Ils se sont retrouvés au mangeoir. Mais dès lors qu'ils sont sortis de mangeoir, souvenez-vous que le président honoraire de l'Assemblée nationale, les patriarches Mbosso Koudia, un jour, il a demandé aux parlementaires de faire quoi? Aux parlementaires, à certains parlementaires, de sortir des groupes armés. De sortir des groupes armés. Mais il n'a pas dénoncé, il devait aller au bout de sa logique. Nous sommes dans un jeu de dupes. Nous sommes dans un jeu de haute-toi que je m'y mette. C'est dans ça que nous sommes, M. John. Le dialogue proposé par la Senco et les CC, il n'est pas mauvais, mais il est mal indiqué. Et l'agenda qu'on propose, qu'on présente, par conséquent, inopportun. C'est inopportun. C'est inopportun. Par contre, Horizon 2023. Ouais, Horizon 2023. Horizon 2023, dont je suis coordonnateur national, nous plaidons pour un pouvoir fort, pour un pouvoir ferme. S'il devrait y avoir une initiative qui devrait voir les Congolaises et les Congolais s'asseoir pour penser Congo, cette initiative, à notre sens, devrait venir du président de la République. Les Congolais peuvent lui proposer cette initiative, mais à lui de la matérialiser, à lui de la convoquer avec la vision d'État qu'il a. Monsieur John, on ne gère pas une république avec les États d'âme, mais avec l'âme d'État. Excusez-moi, permettez, c'est le président de la République qui doit prendre l'initiative. Aucune initiative de dialogue venant des églises des réveils, venant de l'ECC, de la Senco, ne va amener la paix en République démocratique du Congo, si pas à un partage du gâteau. Et vous verrez qu'après ce partage de gâteau,
il va y avoir ce que vous appelez une sorte d'accalmie à l'Est, mais dès lors qu'il y aura ainsi de suite, ça va répartir. Ça va répartir. Dans le jeu, nous avons pour tradition d'atterrir en étant debout et la tête haute. Très bien. Debout et la tête haute. Très bien. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est d'appeler les Congolaises et les Congolais à ne pas considérer que cet accord est un accord parfait. Considérer que c'est un accord dont nous devons nous approprier pour pouvoir voir s'il y a des amendements, s'il y a des ajustements. Ce n'est pas non plus un accord commercial. C'est pas encore un acte de vente du Congo. Ce n'est pas encore un accord commercial, ce n'est pas un acte de vente de la République démocratique du Congo. Autant cet accord de paix est accessible à tous les Congolais, je pense que si on l'a rendu accessible, c'est pour que chaque Congolais, dans un élan patriotique, dans un élan des seuls et ceux qui n'appartiennent ni à tel ou à tel autre camp, mais plutôt qui appartiennent à un camp de la République démocratique du Congo, pour ce que nous appelons la sauvegarde de la patrie, de sorte à ce que, à travers des notes, à travers des propositions, nous puissions amener les gouvernements à faire des amendements, à apporter des amendements, à apporter des ajustements, pour que finalement, nous puissions les uns et les autres être confortés dans le fait que les intérêts de la République démocratique du Congo soient préservés. Et ici, je voudrais inviter les Quinoises, les Quinois, les Congolaises et les Congolais à éviter l'intoxication, parce qu'il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup de manipulations autour de cet accord. En tout cas, ce que Zalaki n'a pas américain, n'a tout ça l'accord, n'a pas turc, n'a tout ça l'accord, n'a pas chinois, n'a tout ça l'accord, n'a pas indien. Mais les lots, toponito ça l'accord par la grande porte avec la première puissance mondiale. Et c'est à ciel ouvert. Hein? À ciel ouvert avec la première puissance mondiale. Toponito ça l'accord n'a bateau ba sécuriser les Européens. Na bateau bazo sécuriser quasiment monde mobimba. À nous, il y a la responsable, doit améliorer qualité et gouvernance. Ceux qui doivent améliorer qualité et gouvernance, ceux qui doivent tuer moto à Sengeli na isika Sengeli, je pense que même bateau toro signé na bango bakor, barozobiso au sérieux, et je pense que toro à la mesure, avec la prise de conscience collective, il y a qu'à reconstruire, il y a qu'à réinventer un nouveau Congo. Dadi Tshisekedi, président national de Horizon 2023. Merci de cet atterrissage en douceur et surtout en termes d'interpellation à l'endroit de nos compatriotes congolais. Merci. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous libère. Merci. Messieurs et dames, c'était donc en jeu, vous l'avez compris, l'accord du 27 juin 2025, voulais-je dire, diversement interprété par tous les Congolais. Mais Dadi Tshisekedi a joué sa partition. C'est plutôt sans commentaire de notre part. Il a tout dit. Mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.